Il existe de par le monde des paradis terrestres à couper le souffle, empreints de mystère et de beauté. Ici, la géologie, le climat et la nature ont accouché d'une topographie étonnante, de biotopes uniques, refuges pour des plantes et animaux fascinants. Alors que le développement humain continue son emprise sur les moindres recoins de la planète, des hommes et des femmes se battent au quotidien pour la préservation de ces écosystèmes uniques. Avec ces héros des temps modernes, partons à la découverte de ces merveilles de la nature et des dangers qui les menacent. Au sud-est du Venezuela, le parc national de Canaima est un territoire naturel unique, grand comme la Belgique. Ses reliefs alternent des plaines couvertes de forêts humides, des savanes plus arides et d'impressionnantes montagnes dont les sommets semblent avoir été aplatis par le temps, les tépuis. Sur ces hauts plateaux, dans un paysage lunaire dominé par les roches, des plantes et des animaux étonnants ont inventé d'incroyables stratégies pour survivre. Les tépuis, les savanes et les forêts du Canaima constituent une réserve de biosphère avec une telle diversité qu'ils ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis quelques années, une nouvelle génération de scientifiques se penche sur ces territoires isolés et difficiles d'accès. Leurs travaux révèlent toute la richesse et l'originalité de ces écosystèmes. Cette connaissance est d'autant plus importante que ce patrimoine naturel unique est aujourd'hui menacé. Car ces lieux qui forment un refuge vital pour des centaines d'espèces animales et des dizaines de mammifères en voie d'extinction font face actuellement à des problèmes qui pourraient bouleverser leurs équilibres ancestraux. Les tépuis sont des formations géologiques originales qu'on ne trouve qu'au nord de l'Amazonie. Leur apparence actuelle est le résultat de millions d'années d'érosion, sur un plateau qui s'est d'abord fissuré avant de former de gigantesques falaises abruptes. Coupée du reste du monde, la nature présente au sommet est unique en son genre, et son histoire reste encore largement à découvrir. Avec sa silhouette imposante, le mont Roraima nous transporte dans un autre univers. Cette force minérale qui culmine à 2800 mètres d'altitude est le lieu d'étude favori du biologiste Philippe Koch. Depuis plus d'une quinzaine d'années, le scientifique belge tente de percer les mystères de la vie dans ce milieu hostile. C'est un environnement extrêmement particulier parce qu'ils sortent ces sommets tabulaires de la forêt tropicale. Et comme vous pouvez le constater, on est dans un environnement qui est complètement différent que la forêt qui se trouve plus bas. Avec toute une série d'animaux, de plantes, etc. qui se sont adaptés à ces conditions depuis, pour certains, des millions d'années. Au sommet du Roraima, les conditions climatiques sont difficiles. Des vents forts accompagnés de lourdes pluies balayent régulièrement le plateau et les températures nocturnes se rapprochent de zéro. Mais les bruants chingolos qui peuplent les petites forêts d'arbustes ont su s'adapter à cet environnement hostile. Pour faire face aux bourrasques de vent, ils sont devenus plus grands que leurs cousins de la vallée. Et pour affronter les grands froids de la nuit, leur plumage s'est renforcé. Aussi, la sous-espèce qu'on trouve sur le Roraima est unique.
Dans les parties du tépuy où la végétation est absente, vivre sur les rochers implique de pouvoir résister à de fortes hausses de température. Car la roche exposée peut atteindre plus de 60 degrés par temps ensoleillé. C'est le cas des scorpions qui sont parvenus à coloniser ce milieu grâce à une carapace solide qui fonctionne pour eux comme un isolant efficace. En s'accordant avec les nuances sombres de la roche, elle leur permet de passer inaperçus auprès des petits insectes dont ils se nourrissent. Encore faut-il pouvoir s'en approcher. Et pour cela, les scorpions possèdent 4 paires de pattes couvertes de soie adhésive, grâce auxquelles ils peuvent se déplacer aisément sur le relief tortueux du plateau. Dans ce désert humide, Philippe Koch est à la recherche d'un autre animal qui a réussi à survivre ici grâce à une multitude d'adaptations. Voilà, donc il s'agit d'Oreophrynella quelchi. Si on peut dire, c'est quasiment le seigneur du royaume de Roraima parce que c'est l'espèce qui survit le mieux en plus grand nombre. Et ici, j'ai commencé une étude sur l'écologie, la densité de population, où j'ai suivi des spécimens au radar harmonique, etc. Et on évalue la population ici au sommet de Roraima à peu près 2-3 millions d'individus. Donc c'est énorme. On ne les voit pas énormément parce qu'ils vivent principalement dans la végétation, mais ils se déplacent aussi sur les rochers, etc. Donc on est tombé sur plusieurs spécimens. Alors ils sont tout noirs, ça leur permet de passer inaperçus parce que la roche est très foncée. Ça leur permet aussi probablement de chauffer rapidement si jamais ils en ont besoin pour la digestion, etc. Mais si on les retourne, le ventre est beaucoup plus coloré, en général jaune, orange. Si sa peau noire le rend moins visible, elle lui permet également de se protéger contre le puissant rayonnement ultraviolet très nocif, à près de 3000 mètres d'altitude. Parmi la végétation, Oreophrynella trouve les coléoptères et acariens dont il a besoin pour se nourrir. Mais ses proies sont minuscules, ce qui explique sa petite taille. Survivre sur le plateau minéral où il peut se retrouver à découvert sur la roche est un défi de taille pour ce crapaud. Aussi a-t-il mis au point une stratégie de fuite originale. Quand le danger se fait sentir, il saute pour se mettre en boule sur le haut de la pente et roule le long de la roche. Un comportement unique, jamais observé chez les autres batraciens. Cette chute lui donne alors une longueur d'avance, lui permettant de se camoufler sans bouger. Une fois la menace écartée, il peut reprendre son chemin en quête de nourriture. C'est vraiment des animaux passionnants parce qu'ils ont développé tellement de choses différentes pour survivre ici. Alors il y a une caractéristique qui est aussi très intéressante, c'est qu'ils ont les doigts de main et de pied opposables. Ce qui n'est pas très fréquent chez les amphibiens. Et la plupart des amphibiens qui ont les doigts opposables sont arboricoles, alors qu'ici, il est tout à fait terrestre. Nous, on pense qu'en fait, c'est une adaptation à se déplacer sur la roche d'abord, parce qu'ils doivent grimper, etc. Et évidemment, c'est pratique quand tu peux vraiment attraper la roche. Et ils se déplacent aussi dans de la végétation qui est très complexe, très dense. Et on les voit se déplacer, ça les aide vraiment bien d'avoir les doigts opposables. Il y a plusieurs types de problèmes auxquels sont exposés les animaux d'ici. C'est d'abord un problème global qui est le changement climatique. Parce que quand on est au sommet d'un tépuy qui est une table, on ne peut pas monter beaucoup plus haut. Si on est sur un flanc de montagne, si le climat se réchauffe, on peut monter. Ici, pas. Disons que pour les Oreophrynella, par exemple, je ne m'inquiète pas trop pour un avenir proche, puisqu'elles sont tellement bien adaptées que je pense qu'elles résisteraient à
une certaine élévation de la température. Mais il y a plein d'autres espèces, pas du tout, elles vont disparaître. Et le problème, c'est que ça peut être une cascade. Donc même si les Oreophrynella survivent, mais que leurs proies disparaissent, ben, elles sont fichues aussi, quoi. Pour mesurer le réchauffement climatique au sommet du Roraima avec précision, le scientifique installe une station météorologique. Selon certaines études, le réchauffement en cours pourrait mettre en péril les 3/4 de la faune présente. On a très peu de données en fait sur les sommets TPUI. On a des données satellites, mais localement, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Moi d'expérience, je sais que les différences entre les saisons, la saison sèche et la saison humide, sont vraiment drastiques. Donc là, j'ai vraiment besoin de données très précises. Et donc l'avantage avec ce type de station, c'est que j'aurai vraiment tout, le rayonnement UV, bon, évidemment le vent, la pluviométrie, la température, l'hygrométrie, tous les trucs de base. La vie animale qu'étudie Philippe Koch ne serait pas possible sans la présence d'une végétation aussi étonnante que rare, qui a dû s'adapter elle aussi aux conditions extrêmes des tépuis. Posséder des feuilles épaisses ou très réduites, en touffe ou en rosette, aide à mieux résister au froid et aux amplitudes thermiques importantes. Et pour faire face au manque de nutriments, certaines plantes ont adopté un régime carnivore. C'est le cas de cette Elianthora. Ses feuilles, en forme d'urne, sont surmontées par une cuillère à nectar rouge vif. Le rouge attire les insectes et le nectar drogue les proies, provoquant une chute dans le fond du piège. L'intérieur du cône est tapissé de petits poils empêchant la remontée des insectes qui seront lentement digérés. Les Elianthora n'existent que dans l'écosystème unique des tépuis. Ici, 75% des espèces sont endémiques. Elles font partie des végétaux les plus rares au monde. Au nord-ouest du tépuis, dans la partie la plus exposée aux orages et donc à l'érosion, d'étranges colonnes de roches, telles des fortifications ou des stalagmites géantes, rendent l'accès aux lieux particulièrement difficile. Elles n'ont quasiment jamais été visitées par l'homme. Témoignage de l'ancienneté de la roche, une petite dépression du sommet a mis au jour des cristaux de quartz à même le sol. Ils se sont créés dans le creux de la terre et ont refait surface à la faveur de la puissante érosion à l'œuvre ici depuis des millions d'années. Cet endroit étonnant a été surnommé la Crystal Valley par les guides qui accompagnent les visiteurs. Originaire de la région, Sergueï est l'un de ces guides qui parcourt ce territoire depuis toujours. Avec son équipe, il organise la logistique périlleuse de l'expédition de Philippe. À l'origine, le nom du Roraima est Roraimo, qu'on peut traduire par grand, vert et bleuté. Mais Rorai veut aussi dire arbre et mu, grand, ce qui donne un arbre géant. On le surnomme enfin la mère des eaux. À cause des pluies et de toute l'humidité au sommet, le tépuis collecte une grande quantité d'eau qui va ensuite alimenter la majeure partie des fleuves du Venezuela, ainsi que certains du Brésil et du Guyana. Du haut de ses 2800 mètres, le Roraima offre un rempart de taille aux cumulus qui s'amoncellent ici et déverseront bientôt des pluies copieuses sur le massif et ses environs. La solidité de la roche au sommet pousse une large partie de l'eau de pluie à s'écouler vers les falaises,
le reste venant alimenter des rivières, grâce auxquelles des forêts d'arbustes se sont développées. Une part importante de cette eau de rivière est ensuite happée par les anfractuosités de la roche vers un réseau de cavités parmi les plus complexes au monde. Elle finit par déboucher sur les flancs du Tépuy avant de plonger sur plusieurs centaines de mètres. Au pied des falaises, des rivières se reconstituent et viennent alimenter tout un écosystème sur le flanc des montagnes. Ici, une végétation plus dense s'épanouit grâce à des températures plus clémentes et une plus grande quantité d'oxygène. L'humidité omniprésente créée par les chutes d'eau et les pluies offre des conditions de vie idéales pour tout un monde animal. Là aussi, Philippe Koch arpente le relief avec l'espoir de percer les mystères des habitants de ces forêts. La zone que j'ai étudiée, ce ne sont pas que les sommets de Tépuy. C'est la zone qu'on appelle la zone pan-Tépuy. C'est-à-dire c'est toute la zone où on trouve les tépuis, les forêts qui sont entre, parce qu'évidemment tout ça est lié. Parce que si on regarde la biodiversité, le principal de la biodiversité se trouve en fait sur les flancs, où on trouve encore, mais moi je ne sais pas combien de nouvelles espèces je dois décrire, j'en ai probablement une vingtaine. Okay. Il y en a une pas loin en fait. Un des trucs pour essayer de les faire chanter, c'est de les enregistrer, de rejouer le chant. Et donc, comme elles sont territoriales, ça les énerve, elles chantent, et on peut plus ou moins les repérer. Elles sont très difficiles à trouver, parce qu'elles sont semi-fouisseuses, elles se planquent dans les racines le long de l'eau. Franchement, c'est super difficile à attraper. Bon, il y en a une juste là, quoi. Ah, elle est là. Magnifique. Alors ça doit être mon record parce qu'en 10 minutes, je l'ai attrapé, alors qu'en général, ça prend 1 heure ou 2. Et donc, c'est la grenouille qu'on entend chanter partout. C'est Otophrynée steyermarki. C'est une espèce qui m'intéresse parce que c'est une espèce dont la localité type. La localité type, ça veut dire l'endroit où on a attrapé le premier spécimen. C'est sur le sommet d'un tépuy à plus de 2000 mètres d'altitude. Alors que c'est une grenouille qui apparemment a une distribution beaucoup plus large. Et donc l'intérêt, c'est évidemment de tester d'un point de vue moléculaire quelles sont les relations entre ces populations, si elles sont proches, éloignées, etc. Parce que tu vois où ça vit, ces semi-fouisseurs, c'est étonnant qu'en fait tu les trouves ici et qu'elles soient grimpées sur les sommets des tépuis. Tu t'y attends pas avec ce genre d'animal. Donc c'est là que c'est intéressant de faire de la génétique, évidemment. En comparant l'ADN des différents spécimens, Philippe Koch pourra déterminer comment cette grenouille s'est répandue dans la région. Avec ses découvertes de nouvelles espèces et ses études génétiques, le scientifique démontre l'incroyable richesse du vivant dans ces forêts. À mesure que l'on progresse vers l'ouest du Canaima, le relief s'abaisse. Les forêts denses présentes sur les flancs du Tépuy laissent place à de larges zones herbeuses, situées entre 750 et 1400 mètres d'altitude, et traversées par des cours d'eau bordés d'arbres. La vie de cette savane immense, qu'on appelle la Gran Sabana, se concentre autour de ces forêts en forme de galeries végétales. Sur les parties herbeuses, le sol, composé majoritairement de cailloux de grès, produit une végétation aux feuilles dures dont les animaux ne peuvent se nourrir.
À l'inverse, ces forêts-galeries, situées le long des cours d'eau, bénéficient de l'enrichissement du sol apporté par les rivières. Elles forment un refuge essentiel pour de nombreux herbivores, qui attirent à leur tour de grands prédateurs. C'est là que vit l'un des plus grands reptiles au monde, l'anaconda. Il peut se déplacer sur terre et même grimper aux branches si nécessaire. Mais il ne s'éloigne guère des rivières qui restent son lieu de chasse favori et dont l'eau fraîche maintient son corps à une température peu élevée. L'évolution a doté l'anaconda d'un corps parfaitement adapté pour de longues périodes de guet dans l'eau. Ses yeux et ses narines sont positionnés sur le dessus de sa tête, ce qui lui permet de respirer et de voir ses proies, alors que son corps volumineux demeure immergé sous la surface. Si aucun animal ne fait son apparition, il ne tardera pas à chercher un autre point de vue, par exemple en grimpant sur un tronc. La patience est de mise pour cet animal qui peut attendre plusieurs semaines entre deux repas. Afin d'étudier l'écosystème de la Grane Sabana, la biologiste polonaise Izabela Stachowicz organise régulièrement des missions sur le terrain où elle essaie de mesurer le nombre de mammifères qu'un tel paysage peut réussir à abriter. L'objectif de mon projet de recherche est de comprendre les liens qui unissent les mammifères à cette mosaïque complexe de savanes et de forêts qui forment la Grande Sabana, ainsi que les bouleversements auxquels ces animaux doivent faire face. Pour mener à bien son étude, la scientifique met en place des pièges photos dans les différents biotopes composant la Grane Sabana. Cette fois-ci, elle a choisi une petite forêt située en contrebas de Ptari-Tepuy. Elle espère ainsi en apprendre davantage sur la quantité de mammifères vivant au sein de cette zone. Nous sommes le 29. J'ai coordonné 33. Donc près de la rivière? Oui, près de la rivière, dans la forêt basse. Ok. Ces pièges photos, c'est comme avoir une équipe de 30 personnes cachées derrière les arbres, notant tout ce qui se passe pendant 3 à 6 mois. Ce serait impossible sans cet équipement. Nous pouvons même surveiller les mouvements la nuit ou sous la pluie. J'étudie la zone par bloc de 50 km². J'ai donc beaucoup marché, car j'en ai parcouru déjà 10. Pour chacun d'entre eux, je prends en compte 2 facteurs, la présence de la forêt et l'indice de fragmentation. Et quand on les combine, on observe que l'augmentation du couvert forestier s'accompagne d'une plus grande diversité des espèces. Et lorsqu'on enregistre une fragmentation plus importante, cette courbe que je viens de tracer peut baisser. Il est donc très important de savoir à quel paysage et quelle mosaïque on a affaire, car ce sont eux qui vont véritablement influer sur la diversité de la faune.
Il y a beaucoup de pumas. Regarde celui-là. C'est un très gros jaguar. C'est un mâle. Nous pouvons identifier chaque animal par le motif de ses taches. Il est propre à chaque individu. Durant 18 mois, les caméras d'Isabella ont vu passer un nombre important de mammifères rares, comme les oslots ou les chiens de brousse, mais aussi de plus communs, comme les agoutis et les daims. Ces forêts-galeries qui parcourent la Gran Sabana offrent aux animaux des corridors pour se déplacer. Sans elles, de nombreuses populations animales disparaîtraient. Elles sont donc essentielles pour préserver la biodiversité. Mais depuis quelques années, une menace pèse sur cet écosystème fragile, l'augmentation de l'activité humaine. Les Pémons, population autochtone qui vit sur ces terres depuis des siècles, pratiquent une agriculture sur brûlis, comme tant d'autres Amérindiens. De petits carrés de forêt sont débroussaillés et brûlés afin d'y planter le yucca, une variété de manioc à partir de laquelle ils font des galettes de pain. Ces fermes, appelées conuco, ne posaient pas de problème jusqu'à ce que l'augmentation de la population, combinée au déclin économique du Venezuela, pousse les agriculteurs à détruire des parcelles de forêt toujours plus importantes, venant souvent interrompre ces corridors biologiques pourtant vitaux. Autorisée à travailler sur le territoire des Pémons, Isabella incite les leaders à trouver des solutions alternatives qui concilient agriculture rémunératrice et préservation de la faune en évitant la déforestation. Durant ces échanges, la scientifique cherche à mieux comprendre la gêne qu'engendrent les fermes sur les populations animales sauvages. Dans peu de temps, nous commencerons les récoltes. Et avez-vous des animaux qui viennent ici? Oui, il y a des agoutis qui vivent ici, mais c'est difficile de les apercevoir, car ils ne sortent vraiment que lorsque tu n'es plus là. Pour ne pas être vus. Oui. Et des pécaris? Les pécaris, il y en a également, mais moins que dans d'autres champs où il y en avait beaucoup. Quelles sont les alternatives à ce type d'agriculture? Eh bien, ils pourraient utiliser du compost, une chose que les agriculteurs n'ont pas l'habitude de faire ici. C'est la meilleure façon d'enrichir le sol et de conserver les champs au même endroit. Mais cela demande un changement de mentalité et une aide pour fabriquer ce compost. Comme nous avons tous les outils nécessaires, nous recherchons des alternatives plus écologiques et plus durables, qui nous correspondent. Certains arbres fruitiers qui produisent suffisamment de mandarines ou d'oranges sont des options possibles. Ils nous permettraient de continuer à vivre ici, de conserver nos traditions autochtones et même de les voir renforcées par celles du monde moderne. Conjuguer agriculture et préservation de la biodiversité est un défi de taille pour le parc de Canaima. Mais une autre menace encore plus dévastatrice sévit depuis quelques années, avec la création de mines d'or et de diamants qui rejettent du mercure nocif dans les cours d'eau. Officiellement, aucune activité minière n'est autorisée dans le parc. Pourtant, des mineurs illégaux font des incursions à l'intérieur et leur activité provoque des destructions d'habitats importantes et irréversibles. Ici, dans un récent rapport, l'UNESCO indiquait qu'environ 1000 hectares à l'intérieur du Canaima seraient sujets à des activités d'orpaillage, un chiffre inquiétant et en augmentation. Si cette activité touche également la zone de plus faible altitude du parc, de nombreux endroits ne sont pas encore affectés. Ces multiples habitats encore vierges regorgent de vie. Les cours d'eau venant des sommets des tépuis se rejoignent en aval en de larges torrents et offrent un refuge à quantité d'insectes. Ils sont la proie des lézards, attirés ici par cette abondance de nourriture.
Les mâles effectuent des hochements de tête extrêmement rapides à destination de leurs congénères pour montrer leur dominance. Une fois leur sang réchauffé, ces lézards peuvent se déplacer rapidement sur la roche, dont ils ont adopté la couleur afin de passer inaperçus. Les torrents poursuivent leur course et continuent de grossir à la faveur du relief pour constituer de larges rivières qui pénètrent les forêts tropicales du nord du parc. Dans ces zones très humides, de nombreuses espèces de batraciens peuvent vivre loin des mares, dans les méandres de l'humus du sol forestier. C'est le cas de la rainette jaguar. Sa robe striée de noir et de jaune annonce aux prédateurs qu'elle n'est pas comestible. Car les rainettes jaguars sécrètent sur leur peau un poison redoutable. Si malgré ces avertissements colorés, le danger se confirme, elle n'hésite pas à sauter dans le couvert végétal. Si la chance lui sourit, elle trouvera bientôt un arbre pour se défaire de ses prédateurs. Grâce à des coussinets adhésifs présents sous ses pattes, elle peut grimper sur les troncs humides. Une fois la menace écartée, elle descend prudemment vers le sol en évitant une chute qui pourrait lui être fatale. Si la densité de la jungle les rend invisibles à l'œil humain, de nombreux prédateurs en ont fait leur terrain de chasse. Tapi dans le creux d'un arbre en attendant la nuit pour chasser, le boa constricteur peut choisir de se déplacer durant le jour si les températures nocturnes sont trop fraîches. En contractant ses muscles de manière segmentée, il se déplace en ligne droite, ses solides écailles ventrales lui permettant de glisser sans se blesser sur les surfaces accidentées du sol forestier. Pour échapper à la vigilance de ses proies, sa peau est colorée de camailleux de vert, agrémentée de longues taches brunes qui imitent le feuillage. Elle constitue un camouflage quasi parfait dans la végétation de la jungle. Lorsqu'une branche lui fait obstacle, il grimpe aisément sur cette barrière naturelle. Il décide alors de rester un moment en hauteur afin de profiter d'un point de vue intéressant. Une fois qu'il s'est assuré qu'aucun danger ne le guette, il va humer l'atmosphère de sa langue fourchue. Celle-ci est en fait un organe de l'odorat qui va lui permettre de sentir les odeurs autour de lui et de repérer ses proies. Il est ainsi capable de s'attaquer à toute une série de petits mammifères, comme les agoutis ou même les bébés oslo. Il semble qu'ici, il n'y ait rien à se mettre sous la dent. Il faut donc repartir en quête de nourriture.
Sous le couvert végétal, de multiples stratégies sont mises en œuvre par le petit peuple de la jungle. Alors que certains ont fait le choix de la discrétion pour se soustraire au combat, d'autres arborent des couleurs vives afin d'effrayer les adversaires potentiels. Il y a ceux qui travaillent inlassablement et ceux qui patientent en attendant le bon moment pour s'envoler vers d'autres horizons. En poursuivant leur course, les rivières prennent de l'ampleur. Leur lit s'élargit, les arbres prennent de la hauteur. Les branches souples des arbustes immergés forment des places fortes, sans possibilité pour les prédateurs de s'approcher. Une aubaine pour toute une quantité d'oiseaux venus ici pour nicher, chasser des insectes, de petits poissons ou de plus grosses proies. Dans les lits de ces rivières, des espèces menacées d'extinction ailleurs trouvent encore refuge, comme ces loutres géantes. Ce mammifère aquatique vit en groupes familiaux, comprenant une petite dizaine de membres. Les loutres sont très solidaires entre elles. Elles dorment, jouent, voyagent et se nourrissent ensemble. Leur fourrure est imperméable à l'eau, ce qui en a fait une proie recherchée par les chasseurs pour confectionner des vêtements étanches. Classé animal menacé d'extinction, il n'existe plus que quelques milliers d'individus. La faible présence humaine au sein du parc du Canaima leur offre une ère de tranquillité où elles peuvent s'épanouir. Située au sommet de la chaîne alimentaire, la loutre est un prédateur redoutable. Quand elle plonge pour pêcher, elle manque rarement sa cible. Très sensibles aux pollutions, leur présence dans les cours d'eau est le signe d'un écosystème sain et bien équilibré. Sur les berges de la rivière, les branches des arbres accueillent de curieux habitants aux allures de dragons. Lent et oisif, l'iguane vert passe la plupart de son temps à se prélasser sans bouger, guettant nonchalamment ses proies. Les longues épines le long de sa colonne dorsale le protègent de ses prédateurs, les grands rapaces et les serpents. Sa queue, qui fait les 2/3 de sa longueur, pourra l'aider par une nage rapide à échapper à l'un d'eux en traversant le cours d'eau tout proche. Sous la gorge, un morceau de peau se détache de l'encolure, le fanon. Il est destiné, entre autres, à montrer la vitalité de l'animal en vue de la reproduction. S'il se déplace d'une branche à l'autre, c'est le plus souvent pour une question de territoire, chacun possédant une part plus ou moins grande des arbres, en fonction de leur puissance. Il lui arrive parfois de descendre au sol, notamment pour réguler sa température. Il est ainsi capable d'éclaircir ou d'assombrir ses écailles pour déclencher le réchauffement ou le refroidissement de son corps. Sur certains de ces grands arbres qui bordent la rivière, les fruits sont légion. Ils attirent les colonies de singes qui trouvent là de quoi se nourrir facilement.
Quand le site est épuisé, ils arpentent la canopée à la recherche d'un nouvel Eldorado. La plupart réalisent ainsi plusieurs kilomètres dans la même journée. Durant leur voyage, les différentes espèces de singes disséminent leurs graines par leurs excréments ou en manipulant les fruits et permettent aux espèces végétales de se renouveler. Des hauteurs vertigineuses des tépuis aux larges rivières de la forêt tropicale, le parc national de Canaima est un trésor de biodiversité, mêlant de nombreux écosystèmes entre eux à la faveur du relief et de la richesse des sols. Dans ce paradis de nature, des scientifiques passionnés continuent de recenser l'extraordinaire faune du parc. Mais les chercheurs vont plus loin et poursuivent également des objectifs de protection de l'environnement. Avec les populations locales, ils tentent de trouver des alternatives afin de préserver les espaces vitaux de la Gran Sabana. Le développement de l'écotourisme pourrait aussi jouer en faveur du parc, en incitant les autorités à recruter davantage de gardes forestiers pour lutter contre la déforestation et la pollution. La décennie qui vient sera cruciale pour le sort de cette réserve de biodiversité, unique au monde. There's something more to this, something behind the show, an eternal paradise where memories of love unfold like flowers of the bliss of morning's golden glow. Like spirits in the mist, they're gone before you know.